je donne la parole à Benjamin Sarton de Toulouse pour ce second cas. Bonjour à tous. Bah, écoutez, on va essayer de rattraper un petit peu de retard. Je vais vous présenter un petit dossier clinique sur une thématique qui n'a pas complètement été abordée cet après-midi. Donc, je pense que ça va compléter un petit peu tout ça. Et j'ai choisi, pour des raisons de ligne éditoriale, de vous faire un cas clinique un peu vie réelle, qui n'est pas forcément dans le même ordre que ce qu'on voit d'habitude, mais qui va nous permettre de se replacer un peu dans ces contextes. Il s'agit donc d'un patient de 65 ans qui a des antécédents essentiellement beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, de la tension, une dyslipidémie, qui a à peu près toutes les complications macrovasculaires de ces facteurs de risque cardiovasculaires, le pontage aortocoronarien sur une maladie coronarienne évoluée, une AOMI, un pontage aortobiliaque sur un anévrisme de l'aorte abdominale, et qui en plus de ça a également des comorbidités respiratoires et rénale, puisqu'il est BPCO avec une insuffisance rénale chronique, un DFG à 40 millilitres minutes. Les traitements qu'il prend sont des traitements qui sont en accord avec ces antécédents-là. Euh, Ce patient arrive à l'hôpital par le biais d'un accident à faible cinétique le 12 juin 2019 et il présente dès l'admission, alors même que l'AVP est de très faible cinétique, hein, finalement plutôt pas important, il arrive par le biais des urgences, des céphalées qui semblent être présentes depuis plusieurs jours, un trouble du comportement dont sa femme nous décrit il a lieu depuis le matin avec une agressivité et des troubles mnésiques. À l'examen clinique, le patient ne présente aucun signe traumatique en lien avec son petit accident de voie publique. En revanche, il est franchement désorienté dans le temps et dans l'espace. Il a une amnésie complète des faits en ce qui concerne cet accident. Il présente pas de déficit moteur très évident, mais il a un déficit du champ visuel latéralisé à gauche, raison pour laquelle un scanner est réalisé. Le scanner cérébral ne met en évidence aucune lésion post-traumatique et devant ce terrain un peu très vasculaire, les urgentistes et les neurologues posent l'hypothèse d'une suspicion d'AVC. Ce patient va donc bénéficier très rapidement, plus rapidement qu'on ne peut en avoir d'habitude dans des contextes plus médicaux, d'une IRM. Et cette IRM est donc, je vous la présente ici. La première partie du quiz est finalement un petit peu difficile, mais c'est pour voir si vous êtes bien réveillé. Et donc, on va faire une description rapide ensemble de cette IRM. On voit qu'il y a un hypersignal temporal en séquence flair qui est latéralisé à droite, avec cet hypersignal de contiguïté qui est au niveau insulaire à droite. Cet œdème, cet hypersignal, on le retrouve dans les séquences de diffusion B1000, ce qui signera la présence d'un œdème. Et quand on regarde les séquences sur la cartographie d'ADC, donc qui nous permettent de préciser le type d'œdème, on voit qu'il y a un hyposignal en séquence ADC. Donc cette première question qui est pas facile, mais qui est pour vous mettre un petit peu dans le bain et faire un peu de sémiologie radiologique. Est-ce que cette IRM vous fait évoquer éventuellement un AVC ischémique hyperaigu dans ce contexte? Un AVC ischémique constitué qui serait aux dépens de l'artère cérébrale moyenne à droite, un œdème vasogénique temporo-insulaire droit, un œdème cytotoxique temporo-insulaire droit, une encéphalite d'origine infectieuse ne peut être écartée dans ce contexte. Donc, je vous laisse répondre ceux qui ont encore un peu de courage dans le chat. N'hésitez pas. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, ne soyez pas timide, on vous reconnaîtra pas hein, avec vos écrans noirs. Euh, je passe très bien. Donc, BC et ADE, bah, c'est bien, on a toutes les réponses, on va pouvoir discuter. Donc, est-ce que cette IRM peut faire évoquer un AVC ischémique hyperaigu? Plutôt non, je reviens en arrière. Dans un AVC ischémique très aigu, celui que vous avez envie de thromboliser ou de thrombectomiser, vous aurez un hypersignal en diffusion qui sera apparu très précocement, mais vous n'aurez pas un œdème cérébral, un hypersignal aussi étendu en séquence flair. Donc, cet AVC, vous pouvez l'évoquer, mais s'il est présent, il est présent depuis un petit moment puisqu'on a déjà un œdème visible en séquence flair. Donc la réponse B est la bonne. Elle pourrait vous faire évoquer un AVC ischémique constitué aux dépens de l'artère cérébrale moyenne droite. Et pourquoi on pourrait évoquer cet AVC? Parce qu'il s'agit d'un œdème cytotoxique et non pas vasogénique. C'est bien ce qu'on voit dans l'AVC. Temporo-insulaire droit, ce qui nous permet de dire ça, c'est le fait que vous ayez une restriction de la diffusion qui est très évocatrice d'un œdème cytotoxique.
Dans ce contexte, une encéphalite d'origine infectieuse ne peut être écartée. C'est un pattern qui peut vous le faire évoquer. On retrouve dans certaines encéphalites infectieuses des œdèmes d'origine cytotoxique, et notamment dans ces localisations temporales. Et donc, ça doit, en tout cas, tout radiologue en général, sur une IRM pareille, vous évoquera ça. Ce patient est hospitalisé en neurologie dans le contexte de cette confusion très importante et apparaît ou développe une fièvre très importante entre 38 et 39, plutôt autour de 39, très confus, très désorienté. Et cet examen clinique reste inchangé, sans éléments très évocateurs de déficit neurologique focal. Alors, on est donc dans un contexte de confusion qui désormais est très cliniquement très fébrile, chez un patient dont vous le savez déjà, vous avez un indice, vous n'avez pas eu tous les indices dans l'ordre, mais qui a une IRM pathologique. Et donc, dans ce contexte, quel est le syndrome que vous pouvez vous permettre d'évoquer? Eh bien, c'est celui d'une encéphalite ou d'une méningoencéphalite, puisque vous avez l'association entre une altération de l'état mental ou de la conscience. Cette altération, elle est définie, cette définition d'encéphalite ou de méningoencéphalite va être définie dans les recommandations ou dans cet article de 2013 maintenant, donc d'il y a presque 10 ans, qui est associée à une fièvre, la fameuse confusion fébrile, et qui est, vous le savez déjà, puisque vous avez eu l'IRM précocement, associée à une imagerie, à une anomalie évocatrice à l'imagerie cérébrale. Et donc, vous avez déjà deux critères mineurs d'encéphalite. Vous avez une confusion fébrile chez un malade qui a une IRM pathologique. Et donc, vous devez commencer à évoquer ou à réfléchir au fait que ce malade ait une maladie neurologique inflammatoire ou infectieuse. Alors, dans ce contexte-là, vous êtes en neurologie, plus ou moins réanimateur. Le patient n'est pas encore très grave, mais comment complétez-vous le bilan devant cette suspicion ou en tout cas cet état de confusion fébrile chez un patient, chez ce patient? Donc, réponse A, vous faites un bilan standard avec un bilan rénal, hépatique, une CRP, une PCT, une investigation un peu globale. Vous faites 2 paires d'hémocultures, une sérologie VIH en première intention. Vous réalisez une ponction lombaire avec la réalisation de 120 gouttes à envoyer en biochimie, cytologie, virologie. En virologie, vous envoyez les PCR virales qui sont inscrites ici, HSV, VZV, CMV, EBV, JC virus, un screening un peu large. Et vous demandez la réalisation d'un électroencéphalogramme. Alors, le diagnostic de méningoencéphalite avait bien été évoqué. Et là, dans ce contexte, vous faites réaliser une PL, je vois. Est-ce que vous faites d'autres choses? Donc, effectivement, la réponse de l'APL est évidemment bonne, mais dans ce contexte de euh, euh, confusion fébrile avec une suspicion d'encéphalite ou de méningoencéphalite, vous devez réaliser un bilan biologique un peu large à la recherche d'associations de défaillance d'autres organes. Vous avez un patient qui est très fébrile, donc bien entendu, vous réalisez 2 paires d'hémocultures. La sérologie VIH, dans ce contexte d'encéphalite, sera réalisée et les recommandations récentes se sont positionnées pour être réalisé en première intention, parce que si vous avez un contexte de immunodépression sévère, vous devez rapidement évoquer des étiologies un peu différentes. Une ponction lombaire devra être réalisée, comme le disait Romain tout à l'heure, dans le contexte de la méningite bactérienne. Il faut le faire avec beaucoup de liquide que vous allez envoyer en biochimie, cytologie, bactériologie et virologie. Votre demande en virologie ne comprendra pas toute cette batterie de tests en présence d'un patient qui est a priori immunocompétent, mais comprendra uniquement une PCR HSV, VZV et entérovirus. On va y revenir juste après. Et bien entendu, vous allez demander la réalisation d'un EEG puisque vous êtes devant une confusion fébrile et que vous allez avoir besoin d'avoir votre trépied PL, EEG, IRM pour pouvoir au mieux guider votre diagnostic. Cette ponction lombaire, on en dit un petit mot. Vous l'envoyez, donc comme on l'a dit, en biochimie, en cytologie. Vous demandez un examen direct et une culture bactérienne et vous envoyez des bilans en virologie. J'ai mis ici plus ou moins la PCR Listeria et la PCR BK qui doivent être réalisées uniquement dans les contextes très évocateurs. En première intention, ce très beau papier sur les encéphalites virales de 2018 remet un peu les choses dans l'ordre et c'est ce que les recommandations évoquent aussi. Vous devez réaliser une PCR HSV, VZV, entérovirus en première intention et ne pas aller taper dans tous les coins et toutes les PCR puisque
le liquide céphalorachidien est précieux et que vous devez faire ce qui est le plus grave et le plus fréquent. Dans ce contexte, la sérologie VIH a, dans les recommandations françaises et européennes, été remontée dans la première intention. Donc, il faut y penser d'emblée devant un contexte de confusion fébrile. Et ce sont des recommandations de grade A. Et bien sûr, un tout petit mot sur les arboviroses qui, pour l'instant, ne sont pas encore un fléau en France métropolitaine, mais qui, avec le réchauffement climatique, sont en train de devenir un sujet assez sérieux. Et surtout que vous devez penser à faire chez un patient qui reviendrait de zones d'endémie. Votre patient a donc le bilan suivant. Je vous le synthétise en quelques mots. Le ionogramme ne présente pas de grandes particularités. Il a une altération de la fonction rénale, mais vous savez que c'est un patient qui était déjà connu pour être insuffisant rénal avec une clairance de la créatinine à 40 millilitres minute. Donc, il a manifestement une altération, une insuffisance rénale au moins CADIGO 2 dans ce contexte. Pas d'altération du bilan hépatique. Il a une CRP qui est à 14,6. Il a pas d'altération du bilan de l'hémostase, pas de thrombopénie très évidente, des leucos en quantité à peu près normale et des hémocultures qui sont stériles. Dans ce contexte, vous avez réalisé, comme vous l'avez tous évoqué juste avant, une ponction lombaire. Et cette ponction lombaire vous revient ici, avec les petites flèches rouges et les points verts pour vous donner. Et donc là, vous allez normalement devoir pouvoir répondre tranquillement après le topo de Romain à cette question. Est-ce que cette ponction lombaire vous fait évoquer, associé au reste du tableau, un diagnostic d'encéphalite probablement confirmé? Donc vous avez, je résume, une hyperprotéinorachie, pas d'hypoglycorachie. Je vous ai mis la glycémie du patient en dessous. Un LCR qui est macroscopiquement clair. Peu d'hématie, donc une ponction lombaire de bonne qualité. En revanche, beaucoup d'éléments nucléés avec 80% de lymphocytes. Donc, vous avez donc un liquide inflammatoire et aucune bactérie visible à la coloration de Gram. Donc, associé au reste du tableau, est-ce que ça vous confirme le diagnostic d'encéphalite? Est-ce que cette PL est évocatrice d'une méningite ou d'une méningoencéphalite bactérienne? Est-ce que cette PL peut vous faire évoquer une méningite ou une méningoencéphalite à BK? La listeria ne doit pas être exclue à ce stade de la course. Et vous évoquez une cause virale en première intention. Je vois ADE, donc c'est très bien. Il y a au moins Julie qui est bien réveillée, ça fait plaisir, à 18h08. Et donc en fait, effectivement, vous avez, quand on reprend les critères d'encéphalite initiale, vous avez l'altération de l'état neurologique avec les troubles du comportement, la confusion. Vous avez une fièvre, vous avez une PL qui met en évidence un liquide inflammatoire avec une PL lymphocytaire et des anomalies à l'IRM. Et donc, associé au reste du tableau, on devient dans un tableau d'encéphalite confirmé. Il reste à trouver l'étiologie. C'est pas du tout évocateur de méningite ou de méningoencéphalite bactérienne puisque vous n'avez pas d'hypoglycorachie, vous n'avez pas de polynucléaire neutrophile. Elle ne fait pas vraiment évoquer une méningite ABK, ce liquide, parce que de la même manière, vous n'avez toujours pas d'hypoglycorachie, l'hyperprotéinorachie n'est pas très élevée et vous avez un liquide qui n'est pas très panaché. Une listeria ne peut être exclue à ce stade, je suis d'accord. Ce liquide, il est quand même panaché. Les experts de la méningite vous diront qu'on peut tout voir dans la méningite à listeria, même avec beaucoup de lymphocytes. Donc 80%, ça ne vous fait pas évoquer à ce stade chez un patient qui est un peu âgé, très comorbide. Ce serait peut-être une erreur d'éliminer ou de balayer du revers de la main de la listeria dans ce contexte. Et vous évoquez une cause virale en première intention. Je rajouterai quand même qu'avec l'IRM dont vous disposez, la listeria devient quand même assez peu probable au regard des autres étiologies qu'on va évoquer. Comme vous avez fait l'ensemble de votre batterie de tests, vous avez fait finalement votre EEG. Votre EEG, il met en évidence des éléments périodiques latéralisés du côté droit. Donc, du côté où vous avez vu les anomalies à l'IRM, à une fréquence lente, qui font évoquer des plaids, ce qu'on appelle des plaids, c'est des décharges périodiques latéralisées, donc qui sont assez évocatrices d'encéphalopathie ou d'encéphalite, et notamment latéralisées à droite. Donc, vous avez un tableau clinique qui est très concordant en faveur d'une encéphalite infectieuse ou inflammatoire, mais là, ça s'oriente bien vers de l'infectieux, latéralisé au niveau temporal droit. Quel est le traitement que vous mettez en place immédiatement?
dans la mesure où vous avez envoyé l'ensemble de votre ponction lombaire en bactériaux. Vous savez que l'examen direct est négatif, mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Vous n'avez pas encore votre culture et vous n'avez pas le résultat de votre PCR. Est-ce que vous mettez en route des traitements par acyclovir, amoxicilline et gentamicine, acyclovir C3G et amoxicilline, acyclovir C3G, amoxicilline et dexaméthasone? Alors là, c'est l'escalade de la violence. Acyclovir et amoxicilline, tout seul, la version simple, ou amoxicilline, C3G, acyclovir, Genta, Dexa, vous n'avez plus rien dans les tiroirs, vous avez tout mis. Qu'est-ce que vous pensez de ces traitements-là? Donc, on est, je le rappelle, dans les 48 premières heures. On n'a pour l'instant pas d'orientation microbiologique. On a la notion d'une encéphalite à liquide clair, ça on peut le dire. On n'a pas de certitude sur l'étiologie. Qu'est-ce que vous envisagez comme traitement d'emblée? Alors, je vois qu'on s'oriente vers soit du B, soit du D. Et donc, le traitement, il est très simple dans ces conditions-là. On n'a effectivement pas d'orientation microbiologique, mais on sait qu'on a un liquide clair. On a éliminé quand même, Romain vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de liquide purulent et en plus, on n'a pas de PNN à la cytologie de ce liquide. On n'a pas d'éléments à l'examen direct. On a des critères d'encéphalite à l'IRM. Je crois que là, on peut se permettre de ne pas mettre d'antibiotiques et de laisser simplement de l'acyclovir et de l'amoxicilline. À visée pédagogique, je rappelle que dans le cadre des encéphalites ou des méningoencéphalites, votre ponction lombaire va tout de suite vous orienter dans deux cadres de recommandations et deux cadres nosologiques différents. Vous avez un liquide trouble ou un liquide clair. Si vous avez un doute sur la qualité de votre vue ou de vos verres de lunettes, eh ben, la cytologie va vous donner normalement cette réponse dans l'heure en vous disant est-ce qu'il y a des polynucléaires neutrophiles ou non. Si vous avez un liquide trouble, les recommandations dont vous a parlé Romain tout à l'heure sont très bien définis en 2019 sur le management d'une méningite bactérienne. Et ça, vous en avez bien parlé un peu plus tôt dans l'après-midi. Si vous avez un liquide clair, vous êtes dans le contexte d'une encéphalite. Et là, les recommandations de grade A sont super claires. En l'absence d'orientation étiologique, vous débutez un traitement qui associera de l'acyclovir à 10 mg kg toutes les 8 heures et de l'amoxicilline. Et on oublie tout le champ de la possible méningite bactérienne. On fait le deuil de ça pour simplifier au maximum le traitement. Je rappelle que déjà avec la cyclovir et l'amoxicilline, on a deux traitements qui, à ces doses-là, sont pathologiques ou en tout cas peuvent être euh, délétères pour le rein. Ça ne sert à rien de surajouter des médicaments qui ne sont pas utiles. À 48 heures, votre PCR herpès revient positive. Vous pouvez vous y attendre. Vous aviez un pattern radiologique très évocateur. Vous aviez un LCR très évocateur également, un EEG qui concorde, le tableau clinique, hormis l'histoire de l'accident de voiture probablement provoqué par cette confusion, tout va dans le même sens. Donc, c'est parfait. Même si le sujet d'aujourd'hui, c'est prise en charge dans les 48 premières heures, qu'est-ce que vous faites de votre traitement d'épreuve par amox et acyclovir? Vous avez ce résultat d'HSV positif. Et ben, au cas où ça ne vous serait pas venu à l'idée, il faut absolument arrêter maintenant le traitement. Vous avez une PCR-HSV, vous mettez de l'acyclovir à 10 mg kg x 3 par jour. J'en profite pour faire un tout petit rappel. Si vous aviez eu une PCR-VZV positive ou des vésicules évocatrices d'emblée, vous auriez pu d'emblée démarrer la cyclovir à des doses un peu plus importantes. La PCR entérovirus positive vous aurait fait arrêter tout traitement. La listeria en culture ou en PCR positive vous aurait fait maintenir l'amoxicilline et ajouter la gentamicine à visée bactéricide. Et si tout était négatif, eh ben, ça vous donne envie de passer en phase d'approfondissement puisque ce sera probablement, et même de manière certaine, des thématiques un peu plus complexes qu'on abordera dans les phases d'approfondissement et les prochains séminaires. Vous avez donc adapté votre traitement paracyclovir à la fonction rénale de votre patient. Et la question qui se pose dans ce contexte, c'est finalement, est-ce que vous allez mettre en place des traitements adjuvants pour ce patient qui, entre-temps, s'est aggravé et est arrivé en réanimation? Euh, donc, vous réfléchissez à mettre en place un traitement antiépileptique devant une atteinte très corticale et des éléments périodiques à l'EEG. Vous envisagez de démarrer une corticothérapie par dexaméthasone à 10 mg par jour. Vous proposez une gestion continue des axoses dans le service de réanimation, une osmothérapie à visée anti-œdémateuse, une surveillance rapprochée de la fonction rénale.
Donc, je vois qu'on s'organise vers du C et du E. Et donc, c'est exactement ça. Donc, le traitement par antiépileptique, le couperet n'a pas complètement été donné et c'est pas impossible que dans le futur, il y ait des nouvelles choses qui sortent dans la littérature. Mais à ce jour, les recommandations se sont positionnées de manière assez claire sur le fait qu'il n'y a pas d'indication en première intention. Pardon, excusez-moi, j'ai avancé un peu vite. Et que c'est un traitement qu'on va débuter de manière en traitement en prévention secondaire, une fois que le patient est arrivé pour une cause épileptique ou que votre EEG a mis en évidence des éléments épileptiformes. La corticothérapie par dexaméthasone, pour l'instant, n'est pas recommandée dans la méningoencéphalite herpétique et c'est une recommandation de grade C, donc vous voyez que c'est une recommandation de grade assez faible. Et il y a à l'heure actuelle un essai clinique européen et même international en cours à l'instigation des Anglais pour réfléchir, est-ce que cette dexaméthasone, si on la débute très précocement, il n'y aurait pas toujours une discussion possible ou une place pour limiter un peu la réaction inflammatoire. Et donc, c'est peut-être des choses qui vont changer dans les années à venir. Évidemment, il faut gérer de manière continue et très sérieuse nos agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. L'osmothérapie n'a pas d'indication dans ce contexte-là. Et dans toutes les encéphalites infectieuses en général, l'osmothérapie n'a jamais réellement montré une amélioration de la morbimortalité. Et évidemment, il vous faudra surveiller de manière très rapprochée la fonction rénale devant ce terrain de patient et cet acyclovir qui est quand même assez toxique pour le rein. Une petite frise temporelle, votre patient est arrivé en réanimation dans ce contexte de confusion fébrile. Il a bénéficié d'une ponction lombaire, d'une IRM et d'un EEG. Cette PCR, le diagnostic d'HSV est revenu positif. Vous l'avez sorti de réanimation au bout de quelques jours avec vos bons soins, sans corticothérapie, sans traitement anti-œdémateux, mais avec beaucoup d'acyclovir, beaucoup de prise en charge des axos et de la prise en charge de réanimation bien menée. Il se réveille lentement et vous finissez par l'extuber, tardivement quand même, hein, à J21. La PCR HSV est effectuée à ce moment-là et elle est négative. Votre patient remonte en neurologie, il présente une dégradation neurologique avec un état neurologique qui est très fluctuant, avec des hauts et des bas, mais des bas qui vont très bas, un patient qui va pas bien, qui se réaggrave secondairement. Et donc, vous évoquez de ressortir un petit peu votre trépied diagnostique pour vous aider à comprendre ce qui se passe, d'EEG, d'IRM et de ponction lombaire. À l'IRM, vous avez toujours ce pattern de œdème cérébral temporo-insulaire, mais qui finalement, lorsqu'on regarde ces deux séquences, en haut le flair, en bas la diffusion, on voit que les lésions ne sont pas actives. L'hypersignal flair est toujours présent, ce qui est souvent le cas dans ce type de méningite. On voit que le patient n'a plus de lésions évidentes d'hypersignal en diffusion, donc la maladie semble pas être active. En tout cas, il n'y a pas d'œdème cytotoxique très aigu. Et à l'EEG, on voit que le tracé, il n'y a pas d'épilepsie, il est simplement ralenti dans son ensemble, très fluctuant, avec des surcharges en ondes très lentes. Donc un patient, ce qui correspond à peu près à l'état clinique du patient, sans donner d'explications supplémentaires, sans donner d'éléments toxiques, métaboliques ou autre chose. Et donc, vous refaites une ponction lombaire à ce patient. Cette ponction lombaire met en évidence, elle a encore un liquide inflammatoire avec toujours 94 éléments nucléés et 80% de lymphocytes. Et vous recherchez, vous découvrez cette entité. Et donc, ça, c'est clairement un petit peu au-delà du programme d'aujourd'hui, mais c'est plutôt pour faire le teasing pour la suite. La présence d'une encéphalite auto-immune, une encéphalite dysimmunitaire, faisant suite à votre méningoencéphalite herpétique, qui sont des notions qui sont de plus en plus mises en évidence par des beaux papiers de la littérature qui mettent en évidence ce très probable trigger dysimmunitaire effectué par le virus de l'herpès, qui peut donner des réaggravations secondaires et donner des méningoencéphalites d'origine dysimmunitaire à anticorps antigènes de surface, qui, dans certaines cohortes, représentent énormément de malades qui ont été victimes de ces méningoencéphalites herpétiques. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour vous donner l'envie d'en savoir plus dans les séminaires suivants. Et je vous remercie pour votre attention malgré l'heure très avancée. Je vais céder la parole à la suite pour que vous finissiez pas trop tard. Super, merci beaucoup, Benjamin, pour ce super cas clinique, effectivement, qui illustre des situations qui sont extrêmement fréquentes en réanimation et en neurologie aiguë.